Encore un divorce. Je suis désespéré, moi qui croyais qu'un mariage c'était pour La vie. La vie. Yes. On suit, hein. Et ouais, super, et c'est bien connu parce que même si un divorce peut se faire à l'amiable, eh bien ça peut durer. Je parle de la procédure, c'est exactement ce qui se passe avec le Brexit. Les Britanniques ont déclenché la procédure de divorce donc en mars 2017 et là, ça mouline, ça patine. Alors si comme moi, vous estimez que vous n'y comprenez mais alors strictement rien, Bienvenue. cette émission, bienvenue tout à fait, elle est faite pour vous, elle est faite pour nous. Premier tour de table, messieurs, votre degré de connaissance du sujet, je dirais, avant de préparer l'émission, et le degré, du coup, de connaissance du sujet, après avoir préparé, ce degré pouvant peut-être être resté tout à fait stable. On peut l'avouer tout à fait à l'antenne. Alors c'est parti pour ce premier tour de table. Oui, moi j'avais une connaissance moyenne de la question. J'avais été intéressé par quelques interviews sur la façon dont la campagne du Brexit s'était passée. Donc je m'étais un petit peu intéressé aux questions de manipulation, un petit peu de l'opinion à ce sujet-là. C'est David qui parle. Et voilà. Et puis je me suis bonjour, oui. Et je me suis et je me suis mis à jour un petit peu là sur les histoires de backstop là qui semble être un point qui est particulièrement dangereux. Et pour plein de sujets, je pense qu'on en reparlera. Et du coup, tu as progressé en préparant l'émission ? Oui, toujours. Bien, beaucoup. Tu progresses toujours. C'est un des plaisirs de venir à cette émission, c'est quand même de se plonger dans un sujet. C'est magnifique. Pour la prime de fin d'année, David, je pense à toi. Et mes jetons de présence, bonjour. Bonjour. On revient avec cette histoire de jetons de présence. Marc est tout à fait surpris de voir que... Voilà. Quoi que je parle de jetons de perspectives nouvelles qui s'ouvrent voilà, à moi. C'est parfait. Il y a des négociations qu'il faut faire. Hein, tout à fait. Et la direction, si elle nous entend, ok. Ouais. Alors, il y a un certain nombre de réalités autour du Brexit dont j'avais connaissance. L'histoire du backstop, j'ai découvert complètement comment ça pouvait s'articuler. On va en parler sans doute. Ouais, le no deal aussi, mais tout ça. Il se trouve que j'ai des amis anglais. Donc je suis la chose de façon, je dirais presque très Tu suis familiale. la chose des amis anglais. J'ai des amis anglais, oui, qui sont en France depuis un certain J'ai nombre remarqué d'années. que Bernard, quels que soient les sujets, il a des amis. Ben oui, il a des mais amis c'est ça. portugais la dernière fois. Ouais. Non, C'est c'est mon gendre qui est portugais. C'est tentaculaire. Hein, C'est impressionnant. mais j'ai une famille nombreuse. Hein. C'est toute la qualité de Voilà. Bernard. Quel réseau, quel L'humanité réseau. Et puis de alors, Bernard. puisque vous me taquinez, j'aimerais juste, tu viens de parler de divorce, vous citez, parce que j'avais dit que je la caserais, une phrase de Bernard Pivot concernant le Brexit. Ah bah t'hésites pas, tu l'as fait tout de suite. Hein. La Grande-Bretagne est semblable à une épouse qui a annoncé à son mari qu'elle va le quitter, Ouais. qu'elle le quitte, qu'elle le quittera, et qui, regrettant sa décision, attend et redoute d'être quittée. Voilà, Bravo. Bernard Pivot, je Super. pourrais vous la redonner tout à l'heure. Ok, énorme. Merci beaucoup Bernard. J'avais préparé. Oui, bien sûr. Pour ce premier tour de table, Marc. Oh, j'ai suivi bien sûr cette actualité parce que c'est au cœur d'un des enjeux de l'avenir de notre Europe, du sens à donner sur l'expression par référendum d'un peuple qui a dit on va sortir de l'Europe, majoritairement, on ne peut pas le nier, et puis qui se dit aujourd'hui, mais quelles conséquences, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on a bien fait, le flou artistique complet, et au regard de cette préparation, j'ai essayé d'y voir un petit peu plus clair. Je ne suis pas convaincu d'y être totalement arrivé. D'accord. Et alors, me concernant, franchement, moi, j'estimais être vraiment Brexit pour les nuls. Philippe en chef, je devais être à 1 sur 10. Et alors, ma préparation m'a juste fait exploser. Voilà, là, j'ai l'impression d'être le pro du Brexit. 10 sur 10. Voilà, on va dire 8,5. Donc, non, mais je trouve que c'est une super leçon. Indépendamment de cette émission bien sûr qui est géniale, mais c'est de se dire que si à un moment donné je fais un petit effort en tant qu'auditeur pour m'intéresser à un sujet d'actualité, je lis 2-3 articles, je regarde 2-3 vidéos qui sont sympas, que je trouve sur internet, qui sont bien foutues, et bam, tout de suite mon degré d'éveil explose un peu, et du coup ça m'évite de faire des trucs de comptoir un peu à la con, quoi. Excusez-moi, j'ai dit à la con, il faut pas. Non, on coupera ça au montage. On coupera ça au montage. Ok, très bien. Voilà, merci beaucoup pour ce premier tour de table. Donc du coup, un peu comme d'habitude, vous proposez d'éclairer notre audience sur les faits et les contextes. Déjà qu'on va poser des choses. On aura une partie vocabulaire. Ouais. J'ai senti que vous étiez chaud là sur les backstop, Brexiters, etc. Et bien sûr, on va essayer de voir quelles sont les conséquences concrètes. Alors pour nos amis anglais déjà. Oui, ça reste mes amis. Et puis peut-être pour nous ici, et peut-être un point de vue un peu plus global, peut-être un peu chrétien sur waouh, mais c'est quoi cette marche du monde ? Qu'est-ce que ça signifie pour plus tard ? Donc dans un instant, on développe tous ces sujets.
Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Un divorce à l'anglaise, donc aujourd'hui, le Brexit qui n'en finit pas de terminer. Donc aujourd'hui, émission consacrée à éclairer ce sujet. Messieurs, on commence avec quelques faits pour poser le contexte. Qu'est-ce qui vous a frappé déjà dans votre préparation à l'émission au niveau de faits et du contexte ? C'est parti. Bernard. Oui, c'est juste en écho à ce qu'on vient de faire, là, ce premier tour de table, Ouais. où Marc a évoqué la question du référendum. Est-ce que ça voulait dire qu'un référendum populaire face à une décision comme celle-ci ? Et en faisant résonner ce que David avait annoncé, qu'à l'époque du référendum, il avait étudié la façon dont la population avait été manipulée pour arriver à un tel... On parle concrètement de juin 2016, Voilà. un référendum qui a abouti à la victoire du « Yes, on veut sortir », 51,9%. Voilà. Hein. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, dans un Toujours des Bernard. articles que tu nous avais proposé, il y avait une analyse du vocabulaire. C'était Oui. pas « est-ce que vous voulez quitter l'Europe, oui ou non ?» C'était « est-ce que vous voulez quitter, Remain or leave. live or remain ?» Voilà. Quitter ou rester. Ah. Et je trouve que là, c'est aussi intéressant dans cette manière de manipuler. Alors on va y venir parce voilà. qu'effectivement en Angleterre et en anglais to live a une résurgence historique fondamentale Ouais. et du coup les Just leave me presque alone. pipe. Yes. On continue sur, Non, mais sur je les reste là. faits. Ouais Bernard, Ouais. il est chaud. Hein. Les faits, contexte. Oui, moi je mettrais, c'est vraiment le Marc. cœur de l'actualité, puisque tout un échéancier a été posé, et l'échéancier arrive à son terme le 29 mars. A priori, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, ne doit plus être européenne en tant que telle et est sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, devant les tracas de Theresa May avec son Parlement et l'impossibilité de trouver des solutions, rappelons quand même que les négociations ont pris plus de 2 ans pour essayer d'arriver à la manière de bien quitter, d'appliquer ce Brexit en tant que tel. Mhm. Et aujourd'hui, on arrive au terme et impossibilité de pouvoir appliquer les termes qui ont été convenus entre l'Union européenne et l'Angleterre. Donc voilà, c'est quand même assez surprenant pour des responsables politiques d'en arriver là. Derrière, il me semble qu'il y a des enjeux, bien évidemment, de la relation l'Angleterre avec l'Europe, et on voit bien que je t'aime moi non plus, d'une certaine manière. J'ai voulu rejoindre, aujourd'hui je me suis aperçu que peut-être mon identité n'était pas suffisamment mise en avant, j'en sors, ou au moins je prévois d'en sortir, mais je me dis quand même, peut-être que l'Europe était mon ami nécessaire en tant que tel. Alors voilà, on est quand même dans un flou artistique très important. Je terminerai juste en disant, là aussi par rapport à l'échéancier, nous allons avoir pour la France le 26 mai prochain les élections européennes. Oui. Il est prévu que bien évidemment les Anglais ne votent pas, donc il y a une répartition des sièges, en l'occurrence par exemple la France a 5 sièges supplémentaires, Ok. voilà, on est passé de 74 à 79 qu'on aurait à élire, mais on est là encore dans un flou, parce que s'il y avait accord de repousser les échéances, on dit qu'on pourrait être amené à faire que les Anglais votent. Et dans ce cas-là, à repartir à zéro. Voilà, tout ça est quand même un peu invraisemblable. Alors, juste pour être très, très concret, l'accord de là où Theresa May semble avoir a des difficultés aujourd'hui avec son propre Parlement, c'est qu'en fait, elle a négocié avec l'Union européenne un accord de rupture en novembre dernier, en 2018, et c'est cet accord, pour des raisons diverses qu'on va expliquer, entre les Remainers et les Brexiters hard, justement, fait l'objet d'une bataille. Oui. Accord fortement mené par Michel Barnier, au nom de l'Union Tout à européenne, fait. donc un Français qui Michel. a vraiment essayé de trouver les modalités de consensus. Et Theresa On en est- défend cet accord, et puis en fait, ça passe pas. David, Oui. merci pour ta patience. Oui. Alors, si je peux, Ah ouais, quand même. si je peux apporter quelques précisions, Ouais. les traités européens prévoient qu'on peut se retirer de l'Europe, de l'Union européenne, et qu'on a 2 ans pour négocier.
Et qu'on peut le décider soi-même. De façon unilatérale. Droit unilatéral de retrait, voilà. ça s'appelle. Voilà. Et donc il y a 2 ans. Alors en fait, il y a eu 17 mois de négociations, puisqu'en fait, il y a eu une période de flou. Et ensuite, il y a eu en 2017 un vrai début des négociations qui a marqué vraiment le temps où il fallait commencer à trouver un accord. Et donc effectivement, on arrive au bout de ce temps-là, au bout de ce temps de négociation. L'accord a été conclu entre Theresa May, le Premier ministre, et l'Union européenne, donc voté par les 27 membres de l'Europe. Donc les 27 membres sont d'accord avec cet accord dont on parlera un petit peu. Elle a mis un petit peu de temps, elle a eu un peu de mal à le faire accepter par son gouvernement déjà. Ça n'a pas été si simple que ça, mais elle y est arrivée, puisque c'est un gouvernement plutôt pour le Brexit, puisqu'il a été issu d'élections qui ont fait suite au Brexit. Et ensuite, sa difficulté, c'est de le faire ratifier, puisque dans tout accord, il faut une ratification du Parlement. Et c'est le Parlement qui n'a pas ratifié ça. Donc principalement des gens qui ne sont pas trop effrayés par l'idée d'un no deal, c'est-à-dire vraiment d'un Brexit sans accord. Alors, on revient c'est-à-dire à une Angleterre, enfin un Royaume-Uni, complètement libéré de toute contrainte avec l'Europe. Donc dans un instant, on va clarifier effectivement le vocabulaire, on va se faire un peu plaisir. Et y a-t-il d'autres faits avant qu'on aborde l'aspect du vocabulaire ? D'autres faits en termes de contexte ? Oui, alors juste Toujours David. En termes de contexte, il faut savoir que donc il y a l'Angleterre, il y a le Pays de Galles, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande du Nord. Et que c'est l'Irlande du Nord qui pose un véritable problème dans l'état actuel de l'accord, puisque elle n'est pas sur l'île et elle a une frontière physique commune avec l'Irlande qui, elle, est pleinement impliquée, intégrée dans l'Union européenne. Et donc, comme elle a des frontières physiques, avec l'Irlande du Nord, s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'il faut rétablir les frontières. Et c'est là que tout pose... Donc, juste Theresa May est soutenue dans sa démarche par des Irlandais du Nord qui, eux, ne veulent pas le rétablissement d'une frontière physique parce qu'il y a énormément de commerce qui se fait entre les deux parties de l'île. Et ça avait été conclu à la fin de ce qu'ils appellent the Troubles, la guerre entre l'Irlande du Nord avec les protestants, on arrête de mettre une frontière. Et du coup, là, avec ce Brexit, ça fout la zone. Quoi. C'est ça. En 98, il y a eu un accord de paix qui dépendait du fait qu'il n'y ait plus de frontières physiques. Et le fait de faire un no deal et une rupture brusque de cet accord fait que il y aurait de nouveau des risques, peut-être, de dissensions fortes, peut-être même d'indépendance de l'Irlande du Nord. Voilà, parce que notre audience doit comprendre que du coup, si on est dans le cadre du no deal, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, d'où le terme de Royaume-Uni, eh bien, il y aurait partie de l'île Irlande qui serait dans l'Union européenne, donc l'Irlande, et l'Irlande du Nord, où il y aurait du coup logiquement une frontière avec des douaniers, des camions qui sont fouillés, etc., quoi. Tu parles des douaniers, regardons ce qui se passe en France. Et des douanières, pardon. Voilà, ce qui se passe en France, où depuis quelques jours, il y a eu, pendant quelques jours en tout cas, il y a eu un mouvement des douaniers français, une sorte de grève du zèle pour dire, attendez, on va remettre en place des frontières, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Merci, En Angleterre aussi, ils ont fait des simulations, ils ont fait des simulations pour voir ce qui se passerait si à l'aéroport, il faut rétablir les frontières. Et quand on voit les bouchons que ça fait... Ils ont fait ça sur un terrain désaffecté, je trouvais ça super. Marc, je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait David quand il a mentionné l'Écosse et le Pays de Galles, on a vu pour l'Irlande, c'est aussi des vraies questions, puisque c'est des lignes de fracture importantes dans la réalité même du fonctionnement du Royaume-Uni. L'Écosse, qui est majoritairement au niveau de ses parlementaires nationalistes. Et qui ont voté contre le Brexit. Et qui a voté, bien évidemment, à ce nom-là, contre, et qui tient à un attachement très fort à l'Europe. Le Pays de Galles, c'est un peu moindre. Voilà, là aussi, derrière ces questions-là, c'est toute la question de l'unité nationale, comme on peut l'appeler, qui est posée. Avec un no deal, c'est foutu. Ok, on parle justement de vocabulaire, alors on y va. Parce que moi j'ai beaucoup entendu no deal, et puis en préparant l'émission, c'est bon, on sait ce que c'est maintenant. Alors on y va, no deal, pour éclairer notre audience, ça veut dire quoi concrètement ? Un Brexit, d'accord. No deal. Aucun accord, Aucun accord, pardon. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les frontières sont rétablies. Il n'y a aucun accord sur... Parce que là, ça explique en gros ce qu'il y a dans cet accord actuel qui est proposé. C'est-à-dire qu'un droit de rester des citoyens anglais qui se sont établis en France avec des droits particuliers, des droits européens particuliers. Donc tout ça serait remis en cause avec peut-être des droits de séjour qui seraient remis en cause. Sur le plan douanier, donc on voit que un rétablissement des fractures qui s'est... des factures, lapsus est révélateur, Et finalement, au niveau facture, il y a tout l'accord financier qui ne serait pas fait. Donc là, ça laisserait quand même quelque chose de très dur sur une ardoise qui ne serait pas réglée. Et
d'autres aspects, comme par exemple les droits de pêche, c'est-à-dire que s'il n'y a pas dans cet accord, il y a des mentions, comment on fait les quotas de pêche, tout ça, ça va Donc être si on régulé en prenait Europe. une image d'un couple qui se sépare, l'équivalent d'un no deal, ça serait quoi? C'est une rupture sans aucun petits arrangements pour faciliter les choses après, en gros. C'est-à-dire c'est rupture totale. Oui, mais oui. pour On est moi, je d'accord m'interroge, mais Dos à peut-être... dos. Dos à dos, j'aime bien c'est- l'expression. On jette, Ouais. on jette Vous toutes les pourrez affaires dans la m'aider. rue. On jette toutes les affaires dans... Waouh, ça y va, hein. Marc. Aucun accord, mais le aucun accord amène à revenir à quelle situation? Ouais. Ça, j'ai du mal à comprendre. A priori, à revenir à la situation d'avant Ouais. l'adhésion du Royaume-Uni Mhm. à l'Union européenne, à la communauté européenne comme elle s'appelait à l'époque, oui. Mais le monde a tellement changé que quelles conséquences ça a? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis la deuxième observation, c'est bien évidemment, en 30 ans, des habitudes ont été prises. Des Ouais. habitudes de vie, de fonctionnement, sur tous les plans. Le plus simple de la vie quotidienne, la manière de se déplacer. Enfin, le nombre d'Anglais, et je crois que beaucoup sont inquiétés, qui par exemple, sont présents en France, ont des biens en France, etc. La question de la manière dont ça va fonctionner reste excessivement floue en tant que telle. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord, moi j'y crois pas réellement, parce que personne n'a véritablement intérêt à cela, si ce n'est peut-être des jeux de politique intérieure, mais qui ne feront pas long feu en tant que tel, mais on peut se faire peur, même avec accord. Il va falloir apprendre à fonctionner différemment, et je crois que c'est difficile. Alors, certains disent, mais c'est quand même la grande habitude du Royaume-Uni de se confronter à des ruptures de ce type-là, et à retrouver finalement son unité, sa place indépendante, et son rayonnement dans le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce viable Ils l'ont ou déjà pas, démontré j'en dans le suis passé. incapable de le dire. Moi, je m'inquiète pour tes amis, Bernard. Ouais, Ouais. Justement, je voulais en parler. Hey J'ai des amis qui sont anglais, qui sont en France depuis 30 ans maintenant, Waouh. qui ont gardé leur nationalité anglaise Ouais. et qui, le soir du Brexit, sont allés sur le site du gouvernement français pour faire une demande de naturalisation. C'est un dossier qui est en cours, parce que sinon, comment rester en France? Il faut un visa, il faut un permis de travail. Je veux dire, il y a tout un ensemble de réalités. Et puis, puisque certains d'entre vous et les auditeurs le savent, j'apprécie aussi un certain nombre de pratiques sportives, comme le foot. La libre circulation des joueurs. C'était pas la pétanque. Ok. Bon. La pétanque aussi, mais je suis meilleur au foot qu'en pétanque. Donc c'est vous dire Il y a un comment point je commun. suis bon au pétanque. Ça, je souhaite voir. Prochain match organisé dans les deux cas, il y a par des la boules, mais mission voilà, éclairage. tout à fait. La libre circulation des joueurs posera un problème, Ah ouais. puisqu'il faudra... aujourd'hui, un joueur peut se déplacer au sein de l'Union européenne comme il veut. Mhm. Là, avec les autres l'Angleterre, joueurs. la Première Ok. Ligue risque Donc, d'avoir vocabulaire, quelques no difficultés. deal, je pense que c'est assez clair. Oui, Quelque chose encore? Ah oui, avec une notion David. importante, c'est que ça comprend aussi les traités avec d'autres pays, les traités internationaux. Ouais. Il y a énormément de traités qui ont été conclus entre l'Europe et d'autres trucs. S'ils ne font plus partie de ces traités, ils doivent renégocier dans le monde entier tous les accords d'échanges commerciaux, avec Netflix par exemple. Eh oui, j'ai appris avec ça. tout ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils renégocient Le tout. marché commun Donc numérique, ils vont en être fait. bien occupés, Marché unique, pardon. les gens. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir une certaine excitation chez certains de se dire ça y est, on va être de nouveau maître Ouais. pour conquérir le monde avec nos petits Mentalité nos anglaise, petits hein, vaisseaux, la résilience conquérants. anglaise. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, Ouais, à voir enfin, si, ok, comme non. Marc le disait, dans le monde d'aujourd'hui, ils Exactement. peuvent le refaire, parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, ils l'ont déjà fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, en gros, mais Ouais. est-ce qu'ils peuvent le faire aujourd'hui? No deal. Une des questions qui Backstop pourrait, après, hein. Une des Ouais. questions qui Marc. pourrait se poser, je n'y vois absolument pas clair là-dessus, c'est de fait la manière dont les États-Unis peut s'inscrire dans ce nouveau jeu-là. C'est-à-dire comment les États-Unis, qui souvent remettent en question un certain nombre d'accords avec l'Europe, disent il y a trop de poids, etc., faut qu'on se barricade un petit peu, comment les États-Unis pourraient éventuellement profiter de cette situation-là pour remettre des liens qui sont déjà forts et différents entre l'Angleterre et les États-Unis, peut-être au détriment encore plus fort de l'Europe. Voilà, ça c'est des questions, mais c'est pas sûr des que prévisions ok. géopolitiques que Bon, moi j'ai je rien n'arrive vu sur plus le à Pas sujet. sûr que les maîtriser. Brexiteurs aient envie de s'inféoder aux États-Unis après s'être libérés de l'Union On va en européenne. parler justement des Brexiteurs et des donc les ennemis de Theresa May en ce moment. Ouais. Juste une chose. Avant qu'on apporte backstop. Oui, en étudiant un petit peu l'histoire là, de l'Union européenne et de l'Angleterre, on marque le fait que c'est la crise de Suez qui a vraiment fait prendre conscience aux Anglais que leur empire s'était effondré et qu'ils n'avaient plus la même influence qu'avant. Donc le canal de Suez, l'affaire de Suez, c'est qu'en fait, les Égyptiens ont décidé unilatéralement de nationaliser On retrouve notre historien là. le canal de J'adore. Suez.
et que ni les Anglais ni les Français n'ont réussi à l'éviter. Ils se sont mobilisés militairement et tout ça. Et en fait, ils ont dû faire marche arrière parce que les Russes et les Américains leur ont dit, vous n'attaquez pas, vous ne reprenez pas de force cette chose-là, maintenant vous y renoncez. Et ça a été une humiliation assez forte pour les Anglais et les Français, mais principalement pour les Anglais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont réfléchi en se disant, il faut qu'on s'unisse entre Européens pour avoir encore une force diplomatique. Et ils n'ont pas pu y entrer pendant plusieurs années parce que De Gaulle était contre et a mis son veto. Lui s'en méfiait beaucoup. Et une fois qu'il est parti, finalement, les temps ont changé et les Anglais sont entrés dans l'Union européenne. Mais ils y sont entrés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le pouvoir d'antan. Donc ça serait terrible qu'ils reviennent en arrière sur une idée d'âge d'or dont ils ont déjà fait le deuil normalement. Ouais. Backstop. Yes. Deuxième terme en termes de vocabulaire, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne pense pas qu'on l'ait suffisamment explicité pour nos auditeurs qui ont dû entendre dans les médias ce terme relativement récemment. Est-ce que quelqu'un s'y risque ? Non, pas moi. Tu me regardes, je Bernard. C'est comme en classe, en fait. Voilà. Tout le monde laisse la tête. Moi, je veux bien essayer. Oui, je crois que c'est en rapport, bien sûr, avec. Enfin, c'est pas, je crois, je suis sûr, avec la frontière, bien sûr, entre les deux Irlandes. C'est l'établissement d'une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Alors, le backstop, du coup, c'est une. Donc, le backstop, c'est pour éviter un retour en arrière à une situation de frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Malgré le Brexit. Puisque ça avait été, comme on l'a dit, une décision d'un accord de paix. Tout à fait. Donc, c'est très sensible de revenir à quelque chose qui remet d'une certaine façon un accord de paix en cause. Et donc Theresa May a inclus ça, puisque les Irlandais du Nord, donc faisant partie du Royaume-Uni, ont dit non, il ne faut vraiment pas qu'on remette ça en cause. Donc on leur a promis qu'on ne remettrait jamais une frontière physique. Un effet cliqué, en quelque sorte. Du coup, ça veut dire que ça nécessite une union douanière quand même, une certaine idée d'union douanière, des facilités, puisque s'il n'y a plus de contrôle, ça veut dire que ça peut circuler très facilement les choses. Donc ceux qui ne veulent pas une union douanière, donc les plus durs des Brexiteurs, disent non, on va rectifier, on va rétablir, ou bien on fait une frontière physique, ou bien on prend des systèmes technologiques pour arriver à contrôler un petit peu les marchandises sans les arrêter. Alors ils imaginent avec des systèmes électroniques, avec des drones, tout ça n'est pas prêt. Les fameux marqueurs. Tout ça n'est pas prêt et je pense qu'ils essayent de trouver une solution technologique pour éviter de refaire une frontière physique avec des contrôles de douaniers et des queues. Là-dessus, on est quand même, il faut être clair, dans un jeu purement bassement politique. C'est-à-dire que derrière, c'est comment on construit au niveau du Parlement britannique, comment on construit une majorité. Là, en l'occurrence, le parti ultra-conservateur, un parti excessivement dur, qui souhaiterait revenir en arrière, dit nous, si vous n'adoptez pas des dispositions douanières, nous, on ne votera pas. Et s'ils ne votent pas, de toute façon, Theresa May n'arrivera pas à faire passer ce qu'elle a envie de faire passer. Ouais. Donc voilà, donc là, c'est des jeux... Alors, justement... C'est très compliqué. Il faut vraiment, à mon avis, être britannique pour comprendre. Alors, en termes de vocabulaire, Theresa May fait face à deux types d'opposants qui sont opposés entre eux, mais qui concourent aux difficultés qu'elle rencontre, c'est-à-dire de faire ratifier l'accord de rupture qu'elle a passé, notamment avec Michel Barnier, Marc nous l'a rappelé tout à l'heure, depuis novembre. Et donc, elle est doublée par la gauche et par la droite. Donc, en termes de vocabulaire, donc on a effectivement les Brexiteurs, même les hard Brexiteurs. Je propose de bien clarifier ça. Et on a les Bouimainers. Alors on y va, les hard Brexiteurs, Marc vient d'y faire allusion, sont ceux qui reprochent à l'accord de Theresa May d'être trop mou. Ah oui, et qui sont prêts à partir sans accord. Nous on part, mais on part quoi. J'ai entendu, et pas en regardant un petit peu un droit de visite. C'est ça, j'ai entendu tu fais le jardin. Nigel Farage, là, qui était celui qui a été l'artisan de ce Brexit, là, donc, qui a fait campagne, et on pourrait parler un petit peu de cette façon de faire campagne. Et donc je l'ai entendu, il a dit non, si on ne trouve pas d'accord, tant pis, on s'en va. Un autre représentant. Pour l'Irlande du Nord, c'est quand même quelque chose de dramatique, parce que cette position des ultra-conservateurs, c'est de revenir aux tensions du passé. Oui. C'est de remettre l'allumette sur un brûlot qui risque de nouveau d'exploser face à des communautés qui, aujourd'hui encore, ne se sont pas totalement pacifiées. Moi, je trouve que c'est d'une irresponsabilité incroyable. Mais bon. Un des représentants des hard Brexiteurs, c'est l'ancien maire de Londres, Monsieur Johnson. Par exemple, tu as cité Nigel Farage. C'est un Brexiteur. Ouais. Ah oui, un Brexiteur forcené. Et donc ça, c'est une opposition à l'accord de May, de Theresa May, qui considère que c'est trop mou et on garde encore trop de liens avec l'Union européenne. Et puis d'un autre côté, elle a les Bouimainers, donc des personnes qui, au niveau du Parlement, trouvent que du coup, faudrait qu'on fasse un divorce beaucoup plus cool et qu'on garde un maximum de liens encore avec l'Union européenne. Sachant que l'accord... Je garde le double des clés de la voiture.
Sachant que... Super image. Non, mais c'est exactement ça. C'est génial. Sachant que l'accord qui a été proposé au truc, là, qui devait être ratifié par le Parlement anglais, qui ne l'a pas été, était un accord qui était prévu pour 2 ans seulement. Ouais. Donc il était prévu qu'il soit la suite des négociations qui continuent, mais dans l'idée quand même encore d'une intrication assez forte entre le Royaume-Uni et les trucs. Mais il s'agit encore de négocier plein de choses, parce que c'est gigantesque, les lois européennes qui ont été faites. Là où on en est aujourd'hui, c'est ce qui est compliqué, mais je crois qu'on a essayé de l'expliquer jusqu'à maintenant, c'est de dire aussi que la décision, au stade où on en est, n'appartient pas uniquement à la Grande-Bretagne et à Theresa May. C'est-à-dire que aujourd'hui, suivant les dispositions que le Parlement anglais pourrait prendre, il faudra qu'il y ait ratification unanime des 27 pays de l'Union européenne pour dire on est OK, on accepterait soit un report, soit les conditions de pouvoir continuer à discuter, etc. Ouais. Or là, c'est loin d'être gagné. Et dans un laps de temps, mais excessivement court. C'est difficile. Oui. Et là, ils ont demandé donc un report jusqu'en juin de la décision. Donc qui Au lieu appartient du 29 mars, aussi, du coup, qui appartient aux Européens. C'est à eux de décider s'ils acceptent ce report. Les Allemands ont l'air plutôt ouverts à l'idée. Enfin, Angela Merkel a dit qu'elle était pas contre l'idée. J'ai l'impression qu'en France, on n'est pas du tout pour. Je crois que qu'on n'a pas très envie. Dit maintenant, il faut trancher. Voilà, c'est ça. Mais ça a été déjà dès le départ à peu près. On a dit il faut qu'ils partent vite s'ils décident de partir pour éviter qu'il y ait une distorsion finalement de situation. Tu prenais l'image du divorce dès le début, un divorce qui traîne. Ça n'est jamais bon. Ça n'est jamais bon. Ouais. Bon, les milieux d'affaires, là, clairement, sont en train de dire les gars, vous arrêtez vos conneries, vos jeux politiciens, parce que là, on se casse ou on reste, mais c'est compliqué. Très compliqué. Bon, dans un instant, du coup, je vais vous proposer, après une petite pause, de prendre un peu de hauteur, un peu plus de hauteur encore. Je trouve qu'on a pris beaucoup de recul. Et de voir quels sont les enjeux pour nous globalement ici, sur la vision de l'Europe, et bien sûr peut-être même sur une vision plus globale de la marche du monde, tout de suite. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue dans cette émission Éclairage, aujourd'hui consacrée au divorce en cours qui n'en finit pas de traîner, donc effectivement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Juste avant la pause, si vous nous avez suivis, on a essayé de passer du statut de nul en Brexit, j'y comprends rien, à ça y est, je suis un peu éclairé, et donc on a posé les faits, le contexte, et on a fait un peu de vocabulaire, backstop, no deal, Remainer, hard Brexiter, etc., etc. Et maintenant, il est temps de prendre encore un peu plus de recul avec notre audience et dire, ok, bon, tout ça concrètement là, ça nous fait ça a quoi comme impact émotionnel, ça nous fait penser à quoi, qu'est-ce que ça dit pour nous aujourd'hui, l'Europe, le monde, la vie, waouh, des questions même existentielles, pourquoi pas. Voilà, donc prenons un petit peu de hauteur. Déjà au niveau de l'Europe, on a déjà fait un lien avec les élections européennes. Je crois que c'est Marc qui faisait allusion tout à l'heure. Alors tu as fait le lien en termes de conséquences concrètes sur est-ce qu'ils vont voter du coup les Anglais ou pas. Mais on peut aussi faire un lien sur, y a d'autres endroits en Europe où le scepticisme vis-à-vis de l'Europe est fort, et donc avec des votes que certains qualifieraient de populistes. C'est une première implication. C'est un peu ce que j'allais mettre en avant, et merci Philippe de le présenter. C'est vrai que la question quand même, la tentation d'un certain nombre de pays, et la France n'est pas exempt de cette tentation, loin de là. Vous avez pu voir fleurir malheureusement dans nos rues, etc., certaines affiches, le Frexit, etc. Ah oui. Des tendances de certains partis extrémistes en tant que tels qui demandent qu'à une chose, c'est que la France ait son propre modèle de sortie de l'Europe, et que d'autres pays en Europe aient cette tentation-là, c'est de dire finalement, il faut qu'on revienne absolument à la suprématie de notre indépendance nationale, et l'Europe, ça suffit. Je considère que c'est absolument dramatique, parce que le socle de l'Europe, c'est d'essayer, je sais qu'on a mis beaucoup de difficultés pour cela, de construire une unité fraternelle qui permette d'avancer ensemble. Je me dis, tu parlais de conséquences, Philippe, la première conséquence la plus visible, c'est si on rétablit des frontières, qu'est-ce que ça devient ? Souvenons-nous de ce que c'était il y a 40 ans, quand nous devions franchir les frontières.
ici, chez nous. Bah ouais, avec la l'Allemagne, France et quoi, l'Allemagne. Ouais, c'est dingue. Maintenant, je pense qu'on pourrait plus s'en passer, non? Bah, ça serait compliqué. Enfin, moi, surtout. j'étais sceptique, voilà, mais maintenant, aujourd'hui, je dis waouh, c'est tellement facile de passer de l'autre côté. Il faudra d'avoir faire une la demande de même visa. Hein. Avec la même monnaie. Et alors, l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, Bernard. a conservé sa monnaie. C'est bien que tu te sois corrigé. Oui, Ok, oui, super, tout à fait. C'est très très bien. A conservé sa monnaie, donc ça changerait pas grand-chose Ouais. à ce niveau-là. Bah, c'est ce que pour disait Marc la tout à fait monnaie. au début, c'est qu'il y a un côté, de toute façon, depuis le début, entre l'Europe et le Royaume-Uni, Ouais. un peu je t'aime moi non plus, hein, bon, clairement. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Hein. Alors là, je vois que David prend un air un peu réfléchi, qu'il a mis le doigt devant la bouche, mais en fait, c'est pour mieux l'ouvrir, apparemment. Oui. Moi, en tout cas, c'était l'idée, pour répondre à la question de prendre la hauteur, il y avait deux Oui. choses. Déjà, ce qui amène à ce genre de décision, de quelle façon et quels sont les intérêts qui ont poussé à ça. Ouais. Et après, quel est le mouvement général du monde face aux possibilités, aux risques de l'effondrement, en fait. Quelles sont les réactions? Parce que tout ça, je pense que c'est... Enfin, s'il y a quelque chose là-dedans, je vous en parlerai. Mais déjà, je voudrais parler de la première chose, c'est la façon dont le Brexit s'est passé. Parce qu'il y a deux choses qui sont un petit peu alarmantes sur ça. Le fait qu'on ait... donc c'est James Cameron qui était vraiment un Premier ministre de droite, enfin voilà, qui était quand même, on va dire, sceptique, eurosceptique, mais pas forcément pour le Brexit, hein, qui a fait campagne en disant « si je suis élu, nous ferons un référendum ». Et quand il a fait ça, il n'était pas forcément pour le Brexit, mais il l'a fait parce que il y a eu une sorte de négociation et tout ça avec d'autres. Donc il est arrivé au pouvoir, il a fait revenir la droite au pouvoir en promettant un référendum. Mais du coup, comme il y a eu le référendum en Écosse qui a échoué et tout ça, il s'est dit bon, ok, nous ça va marcher aussi. Bon, il y a eu un truc comme ça, c'est dire qu'il s'est lancé sur une promesse qu'il a dû tenir. C'est juste une petite pause. Je crois que c'est David Cameron. J'ai dit James Cameron. Oui, et James Cameron, qui existe aussi, Oui. Bah oui. fameux Oui. réalisateur. Bah oui, de c'est ça. notre audience sera corrigée. D'accord. Super, C'est j'adore. absolument Tout à ça. fait juste. Je me disais, est-ce qu'on est dans le monde du cinéma ou de la réalité politique? C'est ça. Mais Et Mais donc, on t'a compris. Mais est-ce un film c'est catastrophe? ça. Et ce donc, Brexit il y a un gars qui a émergé, c'est Nigel Farage, qu'on peut appeler le Terminator de l'Union là, européenne. quel rebond, quel rebond. Et qui, le jour d'après. voilà. Et donc, lui qui a été vraiment un gars assez populiste, enfin, dire qui David. sortait d'un peu de nulle part et qui a vraiment fait campagne avec des moyens, on va dire, très nouveaux, c'est-à-dire avec un investissement sur Facebook très fort, avec des liens très forts, avec des entreprises de sondage qu'on appelle les pollsters, ceux qui font vraiment des sondages, qui sont spécialistes là-dedans, avec des entreprises d'assurance qui possédaient des fichiers clients et qu'il a utilisés pour pouvoir faire contacter énormément de gens sur Internet et faire campagne sur des affirmations qu'on allait faire telle économie et telle économie, que tous les économistes considèrent comme assez légères, qu'en fait, mais il a fait campagne là-dessus d'une façon très désinhibée. Ok. Voilà, déjà Ça, c'est ça, pour et le déjà premier ça a point. bousculé tous les autres qui avaient l'habitude de faire campagne de façon plus traditionnelle et qui se sont fait complètement dépasser. Ouais. Donc déjà, il y a ça, le fait de savoir comment des moyens populistes et qui ne sont pas soucieux de l'extrême vérité de ce qu'ils disent peuvent se créer des brèches fantastiques Ça peut arriver dans à nouveau. l'opinion sur Internet. Sur ce plan-là, sans que tu oublies ta deuxième observation. Bravo, effectivement, il y avait 2 points. Sur ce plan-là, c'est vraiment certainement une étape essentielle dans la manière de vivre le politique et la question de l'élection, qui a ensuite eu des répercussions sur d'autres votes, entre autres peut-être l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Exactement. Et le deuxième point, c'est que au moment des résultats, alors que les bureaux de vote étaient fermés, il a dit un truc très surprenant, Nigel Farage, il a dit oui, alors en fait nous avons perdu le truc, l'Angleterre va rester, enfin le Royaume-Uni va rester, voilà, alors qu'il n'y avait même pas de vote qui avait été sorti, quoi, c'est-à-dire qu'on était... Le résultat qui était dans le sorti. dépouillement. Il a fait ça, on s'est demandé pourquoi il a fait ça, quoi. Et après coup, donc finalement, ils sont partis à gagner. Et il y a des journalistes qui ont enquêté là-dessus et qui se sont rendus compte qu'il est très très possible, en tout cas ils ont tout un dossier là-dessus, que c'est du délit d'initié. C'est-à-dire qu'il aurait fait monter du coup la cote du Remain pour que des hedge funds, donc des comment on appelle ça, des fonds spéculatifs. Oui, des fonds spéculatifs, ouais. votent contre, alors que lui a annoncé que... enfin, ils ont voté à l'encontre de ce que tout le monde avait été convaincu, c'est-à-dire que le Brexit n'était pas voté.
Voilà. Et eux, Ok. ils ont voté à la truc et ils ont fait énormément d'argent avec ça. C'est-à-dire qu'il a peut-être fait quand ça. tu dis voter, miser, enfin Miser, parier oui, en fait. pardon, je miser, me oui, dis, mais excusez-moi. depuis Ouais, quand je les suis- hedge funds votent, mais Voilà, c'est j'étais ça. sûr que la lumière C'est-à-dire allait qu'il y a de la venir. spéculation là-dessus qui est très... parce qu'on ne comprend pas pourquoi Ok. il a dit ça à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se faire de l'argent de toute manière, quoi qu'il arrive, parce qu'ils savent que manipuler l'opinion, c'est une façon de gagner de l'argent. Peu importe. Et ça m'amènera à l'autre truc, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne réfléchissent plus à la survie de leur pays, de l'Europe, de l'Union, de la paix. Donc ça, Ce c'est un qu'ils peu le veulent, deuxième point que ce tu qu'ils voulais veulent, aborder. c'est remplir leur poche le plus vite possible. Et ça, dans un mouvement d'effondrement, c'est des choses qui nous guettent. Mhm. Ok, toujours dans cette partie consacrée à prendre de la hauteur et du recul, on est en plein dedans là. Merci beaucoup pour vos contributions. D'autres effets sur vous en tant que spectateur de l'actualité et en tant que vision du monde? Moi, ça m'inquiète personnellement, Quel mais silence, bon, voilà. ouais. Ouais. Non, mais parce que Oui, je pense que c'est une question assez solennelle. Je crois qu'on a dit pas mal de choses, effectivement. On synthétise un peu le risque d'une émergence ou d'un prolongement d'autres positions dites populistes qui iraient, il faut mettre à mal l'Europe, il faut sortir de l'Europe, ce modèle-là n'est plus possible, Mhm. alors que je crois que nous sommes avant tout invités à dire nous devons poursuivre, vaille que vaille, la construction d'une Europe plus solide sur le quotidien des Européens en tant que tels, parce que peut-être on a trop oublié ces derniers temps. La deuxième chose, c'est ce que David disait, c'est qu'on a eu une élection qui, pour le moins, pose des questions dans le mode de fonctionnement, et ça s'est prolongé sur plein d'autres élections à travers le monde ces derniers mois. Donc ça interroge. Derrière, c'est aussi l'émergence de l'utilisation des outils type réseaux sociaux, etc., dans la capacité de pouvoir se prononcer. Et derrière, c'est donc la réflexion sur comment vit notre démocratie. C'est quand même quelque chose d'important. Là, le troisième élément de hauteur, alors, c'est difficile parce que justement, on n'arrive pas à y voir clair sur le calendrier. Mais qu'est-ce qu'il en sera au lendemain du 26 mai? Et rappelons, les pays européens vont voter entre le Élection européenne. 23 et le 26 mai. Le 27 mai, il y aura un nouveau Parlement. Qu'est-ce qu'il en sera? Quelle vision nous allons avoir? Et qu'est-ce que nous serons en capacité de pouvoir construire demain pour avoir un socle européen qui se positionne au sein de l'espace mondial aujourd'hui? Voilà, c'est des grandes questions. Ok. En tant que chrétien, est-ce qu'on peut avoir est-ce que ces éléments vont dans le sens d'une certaine vision de la marche du monde? Aucun rapport. Je suis le seul à me poser ce genre de questions. Mais si tu te poses la question, c'est que t'as une conviction, je dirais, derrière. Conviction, peut-être le mot serait un petit peu fort, mais je suis de plus en plus sceptique, moi, sur la capacité de l'être humain par lui-même à trouver des solutions, on va dire, fondamentales. Donc, moi, je reconnais que c'est ce genre d'événements qui me rassurent pas, qui me font un petit peu mal. Mais en même temps, ça me conforte dans ma croyance et une certaine vision aussi du message biblique, comme quoi le monde dans lequel il est aujourd'hui va arriver aussi à un terme, peut-être pour un renouveau, et je doute fortement de la capacité de l'être humain d'arriver à trouver des solutions collectives par lui-même. Donc en fait, moi, c'est ça que ça... malgré le fait qu'il sache faire des très très bonnes choses, je crois qu'à un moment donné, le comportement humain, la nature humaine, c'est ma lecture en tout cas, fait qu'on arrive à des limites, et là on se les coltine, notamment des limites en termes de division, et que le vivre ensemble à petite échelle, on en a déjà discuté notamment avec le hijab la dernière fois, et à plus grande échelle, ça reste compliqué, quoi. Voilà. Oui, Philippe, en même temps... Non, ça va, vous me trouvez trop catastrophique? Je dirais qu'il y a un enjeu qui est intéressant. C'est peut-être... Et on va bientôt terminer. De se dire que... de penser que tout se fera d'en haut, à une échelle qui est très éloignée de notre quotidien, ne peut plus marcher demain. Et que la construction d'un monde nouveau qui émerge déjà aujourd'hui, c'est de revenir à la proximité. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que l'on peut construire dans les réseaux de proximité, là où on habite, avec nos voisins, dans une dynamique de conversion de nous-mêmes. Quel est le sens que l'on donne à nos vies? Comment on pratique notre quotidien, etc. Que c'est cette émergence-là qui sera l'avenir du monde, mais qu'un socle européen pour nous, que ce socle-là est une garantie d'attention, j'allais dire de fraternité, de capacité de se dire, celui qui est différent, celui qui peut-être a d'autres perspectives, je suis amené à pouvoir dialoguer et construire avec lui
et non pas lui tirer dessus. Comme disait Coluche, pour critiquer quelqu'un, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut l'aimer. Je crois que c'était Coluche. Hein. Juste ce que vient de dire Marc, la façon de se saisir nous-mêmes à notre niveau, je vais faire un parallèle très bref avec cette fameuse marche du siècle, la façon dont, vis-à-vis des questions de sauvegarde de la création et d'environnement, il y a une prise de conscience au niveau des populations que tout ne viendra pas d'en haut. Pour reprendre cette image. Très bien. Et pour terminer, moi, c'est sur la question de la coopération et sur la nature profonde de l'homme. J'ai écouté hier justement une conférence, enfin une interview de Pablo Sévigné, qui est un jeune auteur qui a écrit un livre assez retentissant là sur la question de l'effondrement. Voilà, et bon, ça remue de savoir comment l'effondrement, c'est l'effondrement de la civilisation. C'est-à-dire quelles sont les conditions. On essaie de modéliser en faisant est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce que ça va s'effondrer et tout ça. Bon, c'est pas super rassurant, mais par contre, il a creusé d'autres idées sur la coopération et sur les réflexes que les gens ont de coopérer. Oui, il reste vraiment pas beaucoup de tout temps. À fait. C'est bien ça. Il disait, s'autogère. On a fait des expériences sur les animaux et sur les êtres humains et tout ça pour comprendre est-ce que les gens en situation de crise vont avoir tendance à coopérer ou vont avoir tendance à faire cavalier seul. Walking Dead. Exactement. Oui, mais ça fait tous les films sur les zombies. Tous les films sur les zombies sont des métaphores de l'effondrement. On le sait très bien. Bien sûr. Donc c'est ça. Ça veut dire des gens qui se retrouvent tout seuls, qui ont l'impression que le reste autour leur est hostile, et de savoir comment ils arrivent à coopérer dans une situation de conflit très fort. Et d'ailleurs, dans Walking Dead, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'est pas très faux par rapport à C'est un acte culturel de regarder cette série, soyons clairs. Exactement. Par rapport à ces études sur la coopération, je trouve que c'est assez juste parce qu'il dit, en fait, curieusement, quand on fait des études, on se rend compte que c'est en période de crise que les gens sont plus en coopération. C'est-à-dire que immédiatement, on a un réflexe de coopération. C'est-à-dire qu'il y a une nature sociale chez nous qui agit pour coopérer. Mais par contre, quand on commence à réfléchir et quand on a le temps, après, il y a d'autres choses qui viennent, c'est-à-dire qu'on commence à calculer, on va en garder pour soi, et il y en a un qui va en garder un peu plus pour soi, donc l'autre n'est plus d'accord pour coopérer s'il y en a un qui profite et tout ça. Et c'est parti. Et il a donné par exemple l'exemple de Katrina, l'exemple en Floride quand il y a eu l'ouragan. Il dit immédiatement dans les premières heures, il y a eu une coopération, une solidarité gigantesque. Tout le monde s'entraide et tout ça. Et c'est après seulement qu'il y a des trucs. Et donc il faut arriver à garder cette truc. Et il dit si maintenant il y a des Cassandres qui font des prophéties en disant tout va s'effondrer, ce réflexe de coopération initiale peut disparaître. Parce qu'il y aura des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, si on dit tout le temps, si l'Angleterre s'en va, ça va s'effondrer. Si ça va s'effondrer, alors ça va s'effondrer. Si maintenant on dit, il y a une crise, on réagit, ça va peut-être pas s'effondrer. Ok. Juste un petit... Il va falloir qu'on pense aux Anglais parce que comme ils vont sortir, ils pourront plus regarder Walking Dead sur Netflix. Pardon. Mais c'est des conséquences très concrètes. Catastrophe culturelle. Tout à fait, comme on l'a défini. Et on termine, Marc. Il est évident que de toute façon, quels que soient les choix qui vont être pris, la vie va continuer. Il va falloir construire avec. Je pense que le maître mot, et David l'évoquait beaucoup, c'est la question de l'attention qu'on porte à l'autre, donc de la capacité de solidarité. Un des réflexes des Anglais, ça a été de dire il y en a assez de cette solidarité, elle nous coûte trop cher. Et puis ils s'aperçoivent peu à peu que la solidarité, elle n'était pas uniquement du fait que ça nous coûte trop cher, mais on en bénéficiait aussi. Très bien. Dernier tour de table. Sur une échelle de 10, vous sentez que vous êtes pro sur le Brexit à combien ? Allez, David. Comme ça, à la main, non. Parce que je trouve qu'on a super progressé. 7. Allez, 8. 8. Oh, moi, je suis plus modeste, 5 ou 6. Non, Marc. On se donne des notes. Mais Marc, depuis le début de l'émission... Non, tu sais, on va faire comme à l'école des fans, avoir des pancartes avec 10. Moi, j'étais à 7,5, là. Non, t'avais dit 8,5. 8,5, pardon, je suis à 9,5. Voilà. Le demi-point qui manque, je sais pas ce que c'est. On dit au revoir à notre audience et à bientôt pour une prochaine émission. Allez, au revoir.